Qu'est-ce qui va se passer avec le vieillissement? Il va y avoir une altération de plusieurs éléments. D'abord du seuil visuel, donc la capacité de détecter un faible stimulus lumineux, hein. De la fréquence critique de fusion, c'est-à-dire détecter deux stimulus consécutifs, hein, donc deux flashs consécutifs, là où un jeune adulte va détecter effectivement deux flashs, hein, la personne âgée va détecter un seul flash continu. Altération aussi de la perception des couleurs, hein, avec une tendance à percevoir les choses avec les objets environnements avec un ton qui tire vers le jaune. D'ailleurs, dans l'expérience où on avait fait mettre un casque justement à ces jeunes pour faire vieillir leur vision, cette vitre, elle rendait la vision floue et elle était légèrement jaune aussi pour intégrer cet élément du vieillissement de la vision. Ce qui se passe aussi, c'est que la courbure et la transparence de la cornée diminuent avec des pigments et des lipides qui peuvent s'y déposer, on appelle les arcs séniles. Il y a une réduction de l'accommodation, hein, par faiblesse justement des muscles. Hein, et qui peut donner une presbytie, c'est-à-dire la perte de la capacité à localiser des objets très rapprochés. Enfin, il y a très souvent une opacification du cristallin, hein, qui va donner à terme ce qu'on appelle la cataracte, hein, qui s'opère bien sûr. Vous allez voir dans les antécédents de très nombreux sujets âgés, très âgés, cataracte opérée, latérale, ou enfin d'un côté ou bilatérale. Hein. Ce qui se passe, c'est qu'avec l'opacification du cristallin et cette cataracte, ça réduit la quantité de lumière et ça fausse les couleurs. Hein. Et puis, ça rend bien sûr difficile la vision et perception précise des objets. Au niveau de la rétine, le vieillissement de la rétine s'accompagne d'une diminution des photorécepteurs, hein, les cônes et les bâtonnets, hein, et de la sclérose des vaisseaux rétiniens qui peuvent entraîner ce qu'on appelle une DMLA, une dégénérescence maculaire liée à l'âge, hein, qui est la cause la plus fréquente de baisse de l'acuité visuelle, ou bien cette sclérose peut entraîner ce qu'on appelle un décollement de rétine, hein, qui est aussi un élément traumatisant justement de la rétine, qui est l'écran. Donc ça va endommager l'écran, donc bien entendu endommager la perception de l'image qui va être déformée sur cet écran. La fréquence du glaucome chronique augmente très nettement après 50 ans, hein, donc c'est l'augmentation du tonus oculaire. Hein. Vous allez aussi voir beaucoup de personnes âgées qui vont avoir des collyres dont le but est de diminuer l'hypertension oculaire. Il y a une perte de l'élasticité de la peau et des paupières, pouvant entraîner une éversion du bord libre de la paupière, hein. C'est-à-dire que la paupière va basculer vers l'avant, donc ça entraîne ce qu'on appelle un ectropion, avec irritation de la conjonctive et larmoiement, puisqu'il n'y a pas une fermeture palpébrale efficace, ou bien au contraire une invagination, un entropion, et vous voyez qu'avec une invagination, il va y avoir les cils qui vont frotter effectivement sur la cornée, donc avec irritation de la cornée par le frottement des cils et qui peut aboutir à des véritables kératites, donc à des véritables phénomènes inflammatoires au niveau de la cornée. Enfin, il va y avoir une diminution de la production du film lacrymal, donc ça peut conduire à une sécheresse oculaire et ce qui prédispose aussi, hein, à des irritations de la cornée, à des conjonctivites. Hein. Nous allons maintenant aborder l'audition, hein, le vieillissement de l'audition. Donc il y a une perte auditive qu'on appelle presbyacousie qui prédomine chez l'homme. Elle est bilatérale, hein, et concerne les sons de haute fréquence, les sons aigus et les consonnes. Hein, de manière étonnante, la consonne N, par exemple, hein, N comme Nathalie, hein, comme dans Nathalie, donc la consonne N a une fréquence très haute. Hein, les sons aigus, bien sûr, les voyelles. Hein. Elle entraîne également une gêne dans le bruit, c'est-à-dire de la difficulté à comprendre la parole en milieu bruyant. Ça va avoir des répercussions sociales et psychiques, isolement de l'environnement sonore, réduction des relations verbales, refus des réunions familiales. Le traitement, c'est principalement bien sûr la prothèse auditive, mais il y a aussi moyen de s'adapter au sujet âgé, c'est-à-dire que la mamie, l'arrière-grand-mère, qui ne veut plus venir aux réunions parce que ça lui casse les oreilles, elle n'entend rien, il y a un moyen effectivement de tenir compte de son vieillissement. Ce qu'on conseille, c'est de ne pas placer cette personne au milieu de tout le groupe familial où elle ne va rien entendre, mais de l'isoler dans un coin de la pièce et que les gens aillent à tour de rôle lui parler. Vous voyez, comme ça, on la sort de l'environnement sonore. Hein. Elle peut comprendre la parole si le milieu n'est pas bruyant. Hein. Et donc, elle va prendre plaisir justement à discuter avec les gens, mais un à un, une personne ou deux personnes, pas plus. Hein. Donc, il faut penser à des aménagements justement qui tiennent compte du vieillissement de l'audition. Hein. Sinon, effectivement, ça va être
le refus de rencontrer trop de monde à la fois et l'isolement de cette personne âgée. Par rapport au goût et à l'odorat, le vieillissement du goût et de l'odorat, il y a une augmentation du seuil de détection gustative beaucoup plus marquée pour les substances salées ou amères que les substances sucrées. C'est le vieillissement normal et ça explique que les personnes âgées ont une appétence pour les choses sucrées. Alors on dit, ah, elles retournent dans l'enfance, elles n'aiment plus que les choses sucrées, etc., comme les bébés. Ben non, non, pas du tout. C'est simplement qu'avec le vieillissement physiologique, il se trouve que pour les substances salées ou amères, il faut en mettre beaucoup plus pour que les personnes âgées détectent le goût. Or, très souvent, il ne faut pas leur donner trop de sel, parce qu'elles ont le cœur fatigué, et en tout cas, une alimentation trop riche en sel n'est pas bonne. Pour amer, si c'est trop amer, ben, c'est immangeable pour les autres. Donc, c'est vrai qu'il y a une tendance pour les personnes âgées à rechercher les substances sucrées. On peut, en cas par exemple de dénutrition, donner des desserts protéinés qui ont un goût sucré. Les desserts protéinés, ils ont un goût avec différents parfums, arômes, différents fruits, framboises, bananes, etc. Et donc, comme ça, il y a cette appétence pour le sucre, pour le goût sucré des personnes âgées qui est satisfaite, et à la fois, il y a une nutrition protéique. Il y a aussi avec le vieillissement une sécheresse buccale qui devient gênante si elle est majorée par certains traitements. Il y a des traitements qui ont des effets indésirables anticholinergiques, donc l'acétylcholine qui permet la sécrétion au niveau de salivaire. Et donc ça peut entraîner des caries, des candidoses, donc des mycoses, et une anorexie, donc une perte de l'appétit, tout simplement parce que avec une bouche sèche, les aliments peuvent avoir un goût métallique ou désagréable. Ça peut même être simplement douloureux d'avoir des aliments un peu durs en bouche. Et puis enfin, il y a une diminution marquée de la capacité olfactive avec le vieillissement. Ça contribue aussi à gêner un tout petit peu le goût chez les personnes très âgées parce que l'odorat est important aussi dans l'alimentation. Nous allons maintenant aborder le vieillissement de l'appareil locomoteur. Alors, pour l'appareil locomoteur, on va parler d'abord du muscle. Donc, vous avez une diminution de la masse musculaire, 30 à 40% entre 20 et 70 ans, prédominant sur les membres inférieurs et les ceintures. On avait parlé aussi des mains précédemment, mais donc la ceinture abdominale, la ceinture scapulaire, donc au niveau des épaules. Et donc, c'est plus difficile pour une personne âgée de lever les bras bien haut ou bien de se lever d'une chaise, en particulier d'un fauteuil qui est un peu bas ou d'un canapé, tout simplement parce que dans le mouvement de se lever, on fait travailler la ceinture abdominale. Il y a aussi une diminution de la force musculaire avec le vieillissement, 50% de 20 à 80 ans, et un intérêt bien sûr de l'activité physique pour limiter cette diminution. Donc, toutes les recommandations pour bouger, marcher 30 minutes par jour au moins, voilà, lutter contre la sédentarité, c'est une bonne chose, bien sûr, à 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais c'est une excellente chose aussi à 80 ans. Au niveau de l'os, la sénescence entraîne une diminution progressive de la masse osseuse. Donc, on avait parlé justement de la masse maigre qui diminue chez le sujet âgé, le muscle et l'os. Donc chez la femme, moins 40% entre 40 et 80 ans, c'est les changements hormonaux, la baisse des oestrogènes. Chez l'homme, c'est plus progressif et c'est un peu moindre, donc moins 30% entre 30 et 80 ans. Ce qui entraîne une augmentation de la fragilité osseuse en dehors de toute pathologie. Encore une fois, nous parlons du vieillissement normal. Donc dans le vieillissement normal, il y a cette fragilité osseuse qui s'installe. Il y a aussi, bien sûr, pour la perte osseuse, des facteurs génétiques. On n'est pas tous égaux par rapport à la qualité et la densité de l'os, et des facteurs environnementaux, comme le tabac, l'alcool, le degré d'activité physique et l'apport de calcium alimentaire. C'est sûr qu'avec une mauvaise hygiène de vie, on aggrave effectivement cette perte osseuse. Chez le sujet âgé en particulier, le calcium et la vitamine D, c'est important de veiller à ce que, de faire des dosages et veiller que les taux sont satisfaisants. Il y a des études récentes qui montrent qu'il y a une relation directe entre vitamine D et chute. Vous voyez, donc en fait, on donne plus de vitamine D aux personnes âgées, elles chutent moins. Voilà, c'est étonnant, mais ça a été prouvé par plusieurs études bien conduites. Troisième élément, les articulations. Il y a des remaniements du cartilage.
qui garde cependant l'essentiel de sa résistance. Le cartilage qui est transparent, il jaunit un peu, il devient plus opaque, hein, mais en fait, c'est un changement d'aspect, mais pas tellement au niveau de la fonction et de la résistance. Il y a des rétractions ligamentaires liées à la non-utilisation de toute l'amplitude articulaire, hein, puisque les sujets âgés ne vont pas faire des mouvements extrêmes, hein. Donc, le fait de ne pas utiliser toute l'amplitude, par exemple, de l'épaule, toute l'amplitude du genou, de la hanche, va entraîner des rétractions ligamentaires, hein. Je profite là pour parler de l'arthrose et de l'ostéoporose, hein, qui sont des maladies, des pathologies, hein, dont la prévalence augmente fortement avec l'âge, hein, mais qui ne font pas partie du vieillissement normal, hein. L'arthrose, c'est effectivement une usure des articulations, c'est des facteurs environnementaux, génétiques, etc., mais ça ne fait pas partie du vieillissement normal. Même chose avec l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est effectivement une perte osseuse excessive et pathologique qui dépend de facteurs, hein, autres que simplement la sénescence, qui est le vieillissement normal. Nous allons maintenant aborder le vieillissement de l'appareil digestif, hein. Donc, d'abord la phase buccale, hein. Donc, il y a des modifications bucco-dentaires, il y a une perturbation de l'alignement dentaire et de la perte des dents, hein, parce qu'il y a une atrophie des gencives avec le vieillissement normal. Il y a une fragilisation de la muqueuse buccale aussi, qui est moins tolérante aux irritations. Une fatigabilité à la mastication. Oui, ça peut paraître étonnant, mais une patiente de 95 ans ou de 100 ans peut avoir une fatigue au bout de 10 fois ou 20 fois à mâcher. Voyez, alors que vous et moi, on peut même pas imaginer qu'on interromprait un repas parce qu'on n'a plus la force de mâcher, hein. Vous voyez, ça nous paraît irréel. Et pourtant, il peut y avoir, en particulier chez les sujets très âgés, une fatigabilité à la mastication, d'où l'intérêt de choisir des aliments qui ne nécessitent pas une mastication importante et prolongée. Il y a aussi une réduction du flux salivaire avec le vieillissement, qui donne justement une bouche sèche, on en a parlé tout à l'heure, bouche sèche, goût métallique des aliments, hein, et donc les personnes âgées vont faire une sélection alimentaire, ils vont choisir ce qu'ils mangent en écartant les aliments riches en résidus et en gardant les amidons, les desserts, les graisses, hein, ce qui est plus doux, ce qui fait saliver, hein. Ensuite, nous allons parler de la phase gastrique. Donc, avec le vieillissement, il y a une atrophie de la muqueuse gastrique, hein, une réduction de la sécrétion acide des cellules gastriques et une hypochloridrie, donc moins de chlore, hein, puisque l'estomac est très acide, hein, il y a du chlore, il y a de l'acide chlorhydrique, hein, dans l'estomac. Donc, cette hypochloridrie va entraîner une baisse de l'absorption du fer et du calcium dans l'intestin et une réduction de l'assimilation de la vitamine B12. Ce qui peut entraîner des anémies, de la dénutrition, etc. Il y a aussi toutes sortes de signes qu'on appelle fonctionnels digestifs, c'est-à-dire il n'y a pas l'atteinte d'un organe, mais c'est simplement le fonctionnement d'un organe, hein, ce qu'on appelle la dyspepsie, hein, c'est les ensembles des symptômes de douleur ou de malaise dans la région supérieure de l'abdomen, hein, dont l'origine se situerait dans le tractus gastro-intestinal supérieur, donc les impressions de ballonnement, de brûlure, de pesanteur, etc. Hein, tout ça, ça va gêner l'alimentation, et si au moment du repas, la personne ressent un ou plusieurs de ces signes, ben, la personne peut ne pas manger, écarter son plateau, dire j'ai pas faim, je me sens pas bien, etc. Il y a un ralentissement du péristaltisme, hein, qui est cette onde qui tous les 30 à 40 secondes traverse tout le tube digestif et aide à faire avancer le bol alimentaire, hein, donc ça prédispose effectivement à de la constipation. Il y a très souvent une présence d'un surplus de graisse et de glucides dans l'intestin parce que déjà la personne âgée a choisi ses aliments, donc une sélectivité alimentaire, et puis en plus un manque d'hydratation, hein, puisque la sensation de soif est émoussée chez la personne âgée, donc ça prédispose à faire des ballonnements, des gaz et ce qu'on appelle une pseudo-constipation, hein, donc un transit qui est ralenti, mais à cause du ballonnement et des gaz, effectivement, sans qu'il y ait nécessairement des selles dures ou très dures dans les intestins. Nous allons maintenant parler du vieillissement de l'appareil urinaire, hein. Donc d'abord le rein, hein. Donc rappel de la physiologie rénale. Donc le rein est responsable de l'élimination des déchets azotés,
l'élimination de l'eau et des électrolytes, sodium, potassium, calcium, phosphore, maintien de l'équilibre acido-basique et une fonction endocrine, c'est-à-dire de sécréter dans le sang des substances très importantes, des hormones très importantes, l'érythropoïétine, qui permet de fabriquer les globules rouges, c'est la fameuse EPO avec lesquelles les cyclistes se dopent pour améliorer artificiellement leur performance, mais cette érythropoïétine, elle est à des taux normaux, elle est tout à fait nécessaire. L'hydroxylation de la vitamine D aussi par le rein, donc si la vitamine D n'est pas hydroxylée, elle n'est pas assimilée par l'organisme et donc ça peut entraîner des carences et une chute du calcium, une hypocalcémie avec toutes les complications que ça peut entraîner sur le transit, sur les muscles, le tonus musculaire, etc. Donc comment est-ce que le rein vieillit? Déjà la taille des reins diminue à partir de 40 ans. Il y a une perte de 40% du volume à 80 ans. Il y a une diminution du flux sanguin rénal de 600 à 300 millilitres par minute à 85 ans. Donc il y a bien moins de sang qui est filtré par le rein. Il y a une diminution de la filtration glomérulaire, c'est une autre façon de présenter les choses, de 1 millilitre par minute par an à partir de 40 ans. Il y a aussi une diminution des capacités de concentration et de dilution des urines. Et vous voyez là, par exemple, en cas de déshydratation, voilà, on a besoin que le rein concentre les urines, c'est-à-dire retienne l'eau dans l'organisme, puisqu'on est en manque d'eau. On s'oriente vers une déshydratation, on débute une déshydratation. Or, ces capacités sont diminuées. Et puis enfin, une diminution de la fonction endocrine. Vous voyez, donc, le rein vieillissant fabrique moins d'érythropoïétine ou hydroxyle moins la vitamine D. Encore plus quand le rein est malade. C'est pour ça que chez les insuffisants rénaux, par exemple, on peut être amené à donner de l'érythropoïétine, parce qu'en plus du vieillissement qui diminue la fabrication, la maladie du rein diminue encore plus la fabrication d'érythropoïétine, donc on peut être amené à supplémenter en érythropoïétine. Évaluation de la fonction rénale, ça c'est intéressant. Alors on peut estimer le débit de filtration glomérulaire par le calcul de la clairance de la créatinine, c'est-à-dire combien le rein filtre de créatinine. La créatinine, c'est le reflet de la masse musculaire et sa production est constante. Elle ne dépend pas de l'alimentation, contrairement à l'urée. Vous verrez dans les prises de sang, souvent, il y a urée, créatinine. La créatinine est beaucoup plus fiable pour évaluer la fonction rénale parce qu'elle dépend de la masse musculaire qui ne change pas de façon drastique d'un jour sur l'autre. Alors que la richesse de l'alimentation en urée peut être assez variable. Donc, la créatinine augmente avec la diminution de la filtration glomérulaire, donc c'est-à-dire moins le rein filtre, plus la créatinine s'accumule dans le sang. Il y a deux médecins, Cockcroft et Go, qui ont trouvé une formule qui permet de calculer la clairance de la créatinine. Donc c'est 140 moins l'âge multiplié par le poids en kilos sur la créatinémie en micromol par litre, multiplié par N, une variable qui est de 1,04 chez la femme et 1,23 chez l'homme. Pourquoi cette formule est intéressante? Parce qu'on peut mesurer la clairance de la créatinine, mais il faudrait recueillir les urines de 24 heures, sans qu'il y ait de perte, et puis faire en même temps une prise de sang et voir la concentration de créatinine, enfin, la quantité de créatinine dans les urines et dans le sang. Donc c'est quand même plus fastidieux et plus compliqué à faire. Pourquoi cette clairance est intéressante? Parce qu'on voit bien que ça dépend de l'âge et du poids. Je vous donne l'exemple d'une femme de 82 ans, elle pèse 43 kg, elle a une créatinine de 145, ça fait une clairance assez basse, 18 millilitres minute. Alors qu'un homme de 25 ans, qui pèse 2 fois plus que cette patiente, donc 86 kg, peut avoir une créatinine plus élevée, à 170, mais avec la formule, sa clairance est bien supérieure. Donc son rein d'homme jeune fonctionne beaucoup mieux. Donc ce n'est pas seulement la valeur de la créatinine qui compte, c'est les autres paramètres aussi. Donc ce que je disais, donc pour mesurer la valeur réelle de la clairance, il faut un recueil fiable des urines de 24 heures, ce qui n'est pas évident chez des personnes âgées, d'où l'intérêt d'utiliser cette formule. La miction, donc le fait d'uriner. D'abord, il faut savoir que le détrusor devient moins puissant et moins compliant, et que le sphincter s'affaiblit. Alors le détrusor, c'est un muscle en forme de poire qui est autour de la vessie, qui va se contracter pour vider la vessie. Donc d'un côté, le sphincter s'affaiblit, d'un autre côté, le détrusor devient moins souple et moins puissant. Compliant, dans ce cadre, ça veut dire souplesse. De plus, le vieillissement cérébral altère les capacités d'inhibition et émousse la perception du besoin. C'est-à-dire que on se retient moins facilement et on ressent le besoin plus tardivement.
Et en plus, il y a une dégradation motrice, donc lenteur de déshabillage, trouble de la marche, qui ne permet plus de résister aux besoins impérieux. Donc la personne âgée, imaginez une personne très âgée qui va ressentir presque à la dernière minute le besoin d'uriner, hein, et qui va devoir se retenir, ce qu'elle peut moins faire à cause du vieillissement physiologique, va devoir se déshabiller assez rapidement, va devoir aller jusqu'aux toilettes qui sont parfois éloignées, et ben, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une incontinence fonctionnelle, c'est-à-dire on ne retient pas ses urines, mais pas en raison d'une maladie de l'organe, mais simplement l'addition des circonstances, hein, fait que on n'a pas pu avoir les conditions pour arriver jusqu'à la cuvette, euh, et faire commencer la miction simplement à ce moment-là, hein. Il y a aussi une polymédication chez les personnes âgées de multiples traitements qui influencent le comportement vésico-sphinctérien, donc les diurétiques, les médicaments qui font uriner plus, hein, par exemple pour soulager le cœur, certains antihypertenseurs ou vasodilatateurs, des antidépresseurs, hein, tricycliques, c'est des antidépresseurs d'ancienne génération qu'on ne donne plus chez les sujets âgés, heureusement. On donne des antidépresseurs de nouvelle génération, ce qu'on appelle les sérotoninergiques, ou les IMAO, les inhibiteurs de la monoamine oxydase, mais on ne donne plus des antidépresseurs tricycliques. Enfin, il y a un élément aussi avec le vieillissement normal, qui est que le rythme de la diurèse s'inverse avec une polyurie nocturne, hein. C'est-à-dire on va avoir plus envie de faire pipi la nuit, hein, en particulier en deuxième partie de nuit, ce qui explique la nicturie, c'est-à-dire le fait de se lever la nuit pour faire pipi, et aussi les fuites par impériosité au lever, c'est-à-dire qu'au lever le matin, la vessie est pleine, on a très envie d'uriner, et donc on va se lever, et toutes les causes qu'on a décrites précédemment, donc la difficulté à bouger rapidement, à se déshabiller vite, etc., hein, vont entraîner effectivement de grosses difficultés à se retenir, et donc des fuites, qu'on appelle par impériosité, hein, le besoin impérieux, c'est maintenant tout de suite. Nous allons maintenant aborder le vieillissement du système immunitaire, avec tout d'abord un rappel, hein, sur ce qu'est le système immunitaire, hein. Le système immunitaire est un système qui a des propriétés fondamentales, hein. La première de ces propriétés est de reconnaître le soi du non-soi. Donc ce qui fait partie de notre organisme, ce qui est ami et ce qui est, je dirais, ennemi, hein. Et donc ce système immunitaire va s'opposer à la pénétration d'agents infectieux, hein, en les reconnaissant comme non-soi. Et aussi il y a un rôle dans la surveillance antitumorale. Il faut savoir que le système immunitaire, dans certains cas, effectivement, stoppe, hein, au départ la naissance de certaines tumeurs. Malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups, hein, et loin de là, puisqu'il y a vraiment beaucoup de cancers et même une augmentation de la prévalence des cancers, mais dans un certain nombre de cas, le système immunitaire arrive avec succès à stopper une tumeur naissante. Ensuite, quelles sont les caractéristiques de ce système immunitaire? C'est d'abord la mémoire, très important comme caractéristique, hein, ce qui a permis d'inventer les vaccins, puisqu'on va mettre en contact avec le système immunitaire un agent infectieux, il va le reconnaître, il va réagir, et quand il va le rencontrer une deuxième fois, la réaction sera beaucoup plus rapide, efficace, hein. Il y a dans le système immunitaire des communications intercellulaires, hein, locales, entre cellules ou à distance. Hein, donc soit des cellules phagocytaires qui vont communiquer entre elles, soit des cellules mémoire, hein, des lymphocytes T mémoire, soit des cellules productrices d'anticorps, hein. Et donc ce système immunitaire, pour pouvoir justement faire cette communication, va produire vite, beaucoup et de façon adaptée, une large gamme de substances, hein, soit des molécules de défense non spécifiques, hein, macrophages, monocytes, etc., soit des anticorps, hein, qui sont plus spécifiques et vont aller reconnaître l'antigène, hein. Il y a bien sûr deux défauts possibles, soit l'auto-immunité, un problème dans la reconnaissance, hein, ça c'est les maladies auto-immunes, c'est-à-dire le système immunitaire va confondre le soi et le non-soi et s'attaquer lui-même, donc l'organisme peut s'attaquer lui-même, hein, avec tous les dégâts que ça peut causer, d'où des traitements par ce qu'on appelle immunosuppresseurs, donc on va affaiblir le système immunitaire pour l'empêcher effectivement d'attaquer le soi, hein. Ou bien inhiber la réaction inflammatoire avec des corticoïdes par exemple, ou bien si la réaction est trop rapide, trop violente, c'est ce qu'on appelle l'allergie, hein, qui est une réaction qui est bonne finalement, qui est assez forte, mais qui est trop violente, trop rapide, hein, et excessive. Alors, l'immunité non spécifique et son vieillissement. Donc d'abord, les cellules d'immunité non spécifique, c'est les monocytes, les macrophages, les granulocytes, les polynucléaires, les mastocytes, les cellules tueuses. Comment cette immunité non spécifique va vieillir, hein? Donc la plupart des fonctions cellulaires de l'immunité non spécifique sont conservées, voire pour certaines augmentées avec l'âge. Donc il y a une augmentation des monocytes, des macrophages, une augmentation de la production des radicaux libres, hein, mais ces molécules, effectivement,
cette immunité consomme beaucoup d'énergie, entraîne des réactions inflammatoires, hein, donc il faut imaginer que dans une armée, c'est comme si vous balancez les tanks, la grosse artillerie, etc. Hein. La conséquence, c'est quoi? C'est le risque d'emballement de la réponse inflammatoire, ce qu'on appelle le syndrome de réponse inflammatoire chronique sénile, hein, le SRIX, hein, qui entraîne un hypercatabolisme, c'est-à-dire que une perte calorique avec fonte musculaire et malnutrition, lyse osseuse, ostéoporose et asthénie, fatigue et anorexie, perte de l'appétit. Pourquoi? Parce que cette réponse immunitaire va entraîner une grosse inflammation, une grosse dépense d'énergie, hein, puisque l'inflammation entraîne une grosse dépense calorique. Donc, effectivement, réagir contre l'agent hostile, hein, par exemple l'agent infectieux, mais aussi beaucoup affaiblir le patient, beaucoup affaiblir l'autre. Hein. C'est important de savoir que chez une personne âgée, vous faites une prise de sang 10 jours après la fin d'une infection, il y a encore de l'inflammation, parce que l'inflammation a été très violente, hein, et durable, alors que chez un jeune adulte, vous faites une prise de sang une semaine après une infection, il y a déjà plus d'inflammation. Maintenant, l'immunité spécifique et son vieillissement. Donc les cellules de l'immunité spécifique, ce sont les lymphocytes T, l'immunité cellulaire, et les lymphocytes B, qui produisent des anticorps, hein, qui sont plus spécifiques, donc c'est une réponse plus économique en énergie, plus ciblée. Je dirais dans une guerre, ce serait comme des snipers, vous voyez, qui vont vraiment viser, et avec juste une balle, très peu d'énergie, très peu de dépenses, etc., vont pouvoir comment dire, neutraliser la cible. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe dans le vieillissement de l'immunité spécifique? D'abord, l'immunité cellulaire, il y a une baisse de la prolifération lymphocytaire en cas d'agression, donc une moins bonne réponse, une baisse des mécanismes de défense cellulaire, donc l'immunité cellulaire est moins efficace avec l'âge. L'immunité humorale, c'est pareil, il y a moins d'anticorps qui sont moins spécifiques de l'antigène, donc il y a une moins bonne qualité de la réponse humorale. Donc, en résumé, le vieillissement touche surtout les lymphocytes T qui sont moins efficaces et la qualité des anticorps qui est moins bonne. Donc, les défenses anti-infectieuses et antitumorales sont moins bien adaptées que chez l'adulte, le jeune adulte. Hein. Et le problème, c'est que d'autre part, comme on l'a vu, les capacités des macrophages et polynucléaires sont conservées. Donc, il y a un déséquilibre entre l'immunité spécifique et l'immunité non spécifique qui donne le risque de réponse inflammatoire chronique sénile, puisque l'immunité non spécifique, celle qui entraîne de l'inflammation, qui consomme beaucoup d'énergie, qui est moins économique, si vous voulez, qui fait beaucoup de dégâts, celle-là va être maintenue, hein, alors que l'immunité qui est plus écolo, je dirais, plus économe en énergie, plus ciblée, elle est moins efficace. Ce qui est important à savoir, c'est que ce déficit du système immunitaire est inapparent chez le sujet âgé en bonne santé. Hein, puisque chez le sujet âgé en bonne santé qui n'est pas agressé, il n'a pas besoin d'un système immunitaire suractivé. Hein, mais ça va se démasquer et s'amplifier justement ce déficit en cas d'agression multiple, de polypathologie, donc plusieurs causes qui vont entraîner des inflammations, et là ça va aller d'une cause à l'autre avec une inflammation qui ne diminue pas et qui peut même augmenter, hein, et donc beaucoup affaiblir le patient, ou en cas de malnutrition, parce que je rappelle que beaucoup des cellules du système immunitaire sont des protéines, hein, donc ça va aussi aggraver, hein, démasquer, aggraver la situation et démasquer ce déficit du système immunitaire chez le sujet âgé. Je vous remercie de votre attention.